Comment vous êtes rencontrés? Mathieu et moi, on se connaît, on est des anciens joueurs de poker, à ta grande surprise. Parce qu'on se rappelle, je suis venu sur un autre de tes podcasts, puis avec Maxime, un joueur de poker. Tous ses amis, c'est des joueurs de poker. On fait juste ça, jouer au poker, puis investir en bourse. On s'est connus comme ça, puis moi, j'ai commencé. C'est moi le premier qui a commencé à investir en microcap autour de circa 2012-2013. Puis j'ai découvert un monde vraiment intéressant. Puis éventuellement, Mathieu cherchait à quitter le poker aussi. Puis il est venu me voir. Puis je dis écoute, on peut peut-être développer de quoi ensemble. Là, j'avais déjà ma stratégie. Fait que j'ai dit je peux te montrer comment ça marche les microcaps. Puis ça a commencé comme ça. Là. Puis toi, t'as dit hey, je connais un gars, il joue au poker, je m'embarque avec dans le microcap. Ça veut rester. En fait, je me rappelle exactement du moment que ça a commencé. On était dans un voyage de poker à Daytona Beach en Floride. OK. Puis on a décidé de faire la route. Dans le fond, lui était allé avec son char, moi j'étais venu en avion. Puis après ça, on a fait la route de retour ensemble. Fait qu'on a eu 20 heures à jaser dans l'auto. Puis c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me parler. Hey, moi, j'ai commencé à investir dans les microcaps, puis je fais ci, puis je fais ça. Puis il me parle vraiment de c'est quoi son processus, c'est quoi sa stratégie. Puis là, moi, je commence à réfléchir à ça. Puis je me dis, OK, il y a vraiment comme des parallèles avec le poker aussi, dans le sens que, tu sais, au poker, pour gagner, idéalement, tu veux exploiter des mauvais joueurs à la table. Tu joues contre les autres joueurs. Fait que en investissement, c'est un peu la même chose. Où est-ce que tu peux exploiter le plus de, on va dire, mauvais investisseurs, entre guillemets, où est-ce que les gens font le plus d'erreurs, où est-ce qu'il y a le plus d'inefficience? Les microcaps, c'est un excellent endroit pour trouver ces genres d'inefficience-là. Fait que là, c'est le meilleur endroit pour trouver? C'est un des meilleurs, clairement. Là. Je dirais peut-être, dans les crypto-monnaies, dans les dernières années, je pense qu'il y en a qui ont exploité beaucoup d'inefficience aussi. Là. Fait que, c'est fluide, là, le monde d'investissement, là, mais oui, je pense que en termes de, disons, des actifs qui sont quand même relativement liquides et bien connus, là, les microcaps, clairement, c'est un des endroits où il reste encore beaucoup d'inefficience comparé aux grandes capitalisations ou d'autres classes d'actifs. Faut-tu être gambler pour jouer dans les microcaps? Parce qu'on s'entend, vous avez un passé assez gambling, là, poker. Je te dirais que le profil des investisseurs microcaps qu'on connaît... au contraire, là, comme je suis probablement le plus gambler de ceux que je connais. C'est plus comme Marc, le profil. Oui, mais en fait, écoute, ce qu'on a fait aussi, c'est on s'est comme bâti un réseau d'investisseurs de microcap avec qui on collabore. Puis on s'est promené pas mal dans des conférences d'investissement, autant là, à Toronto, Vancouver, Los Angeles, New York, etc. Puis là, tu rencontres toutes sortes de monde qui font du microcap. Puis je te dis, les profils sont assez variés. Là, mais ultimement, ce que tu veux, c'est de prendre des risques calculés. Là. Au poker, comme en investissement, c'est ça l'approche qu'il faut avoir. Là, c'est de dire, c'est pas du gambling. Oui, il y a de la volatilité, on s'entend. Mais le but, c'est vraiment de bien étudier la situation, essayer de gager c'est quoi les probabilités de succès, autant dans un investissement que dans une main de poker, puis essayer de déterminer, bon, est-ce que mon espérance de gain est positive ici? Puis si oui, je vais faire le bet. Surtout que toi, c'est pas ton argent que tu gères. Le fonds, ça représente quoi? Peux-tu partager des chiffres? Combien de millions? C'est 15 millions d'actifs sous gestion en ce moment. C'est des investisseurs accrédités? C'est monsieur, madame, exactement, tout le monde? C'est ça. C'est des investisseurs accrédités. Moi, je suis un des gros investisseurs du fonds. Fait que mon argent est investi au même terme que tous les autres investisseurs dans le fonds. C'est bon. T'as-tu de l'argent dans le fonds, toi? En ce moment, non. Parce que j'ai tout pris pour faire des transactions sur le marché privé. Mais mon but, Mathieu le sait, là, dès que j'ai un exit ou deux, je vais continuer à gérer une partie de mon portefeuille microcap activement, mais j'ai pas autant de temps que j'avais. Puis ça, c'est vraiment un des critères importants. Faire du stock picking, il faut tu le temps de faire tes recherches parce que si tu peux pas bâtir la conviction de prendre des grosses positions dans des microcaps si tu n'as pas fait ta recherche toi-même. Là, tu peux pas, comme je peux pas. Même Mathieu, j'y fais confiance, mais je peux pas m'appuyer sur sa recherche à lui. À un moment donné, je vais avoir des décisions à prendre, puis je peux pas l'appeler et dire hey, là, Mathieu, qu'est-ce que je vais faire avec mes actions? T'sais? Parce que tu peux pas te diversifier en microcap ou. Je peux me diversifier en termes de je mets de l'argent avec Mathieu, je connais d'autres bons gestionnaires, je pourrais me diversifier en termes de. Tu parlais de stock picking, que c'est important de passer du temps. Tu veux miser sur peu de stock? Dans mon cas, j'ai pas assez de temps pour gérer plus que 5 positions. Fait que moi, dans mon cas, ça va être 2 à 5 positions très concentrées. Puis la portion marché on va dire le portefeuille de marché, ça va être mon argent chez Mathieu
Parce que quand tu dis 5 positions, tu mets tant d'heures par position. C'est comme ça que ça fonctionne? Ben, ça prend du temps, là, Mathieu, ouais, faire de la recherche. Si tu vas avoir une discussion en microcap, je suis sûr qu'on va y arriver éventuellement. Ben oui, on est direct dedans. On vient d'arriver. On est venu ici pour t'aider, Derek. Non, mais écoute-nous. Moi, mon approche quand j'investis en microcap, c'est de connaître mes positions mieux que n'importe qui sur le marché. Façon de parler, là, on s'entend que c'est pas toujours possible, mais c'est ça l'objectif, c'est ça le mindset que j'ai. C'est vraiment, je veux les connaître mieux que n'importe qui. Fait que quand c'est le temps d'acheter ou de vendre, ben, je suis capable d'être le premier à comme identifier ce point-là où OK, là, la thèse d'investissement a changé, c'est en train de dérailler, puis il faut que je sorte le plus vite possible. Ou à l'inverse, il y a eu une baisse, puis là, c'est une opportunité d'achat ou pas. Ben, il faut que tu connaisses la compagnie. Comment tu fais? Es-tu en contact avec le management? Oui, exactement. Exactement, c'est ça. C'est tes appels. C'est quoi que ça prend pour faire ça, pour être en contact avec le management? Tu as une grosse position ou c'est... Tu t'envoies un email ou tu appelles au bureau. Non, mais littéralement, c'est parce que... Ben, OK. Je vais juste prendre non, mais la balle au lui bord. l'invité, toi, t'es le passager clandestin. S'il y a un débat, c'est bon, j'ai compris. Je prends ma place. Non, je niaise, Philippe, on se connaît bien. Non, mais tu sais, quand on a commencé, moi et Philippe, ensemble, on était investisseurs individuels. Fait qu'on a investi notre propre capital, puis tu sais, on n'avait pas des millions, là. Puis c'est ça qui m'a ouvert les yeux à l'opportunité d'un microcap au début, c'est que... Combien t'avais? Tu dis que t'avais pas des millions, ben, est-ce que tu parles? J'ai commencé avec moins de 100 000 $. Même affaire, là, j'ai commencé avec 50. Tu prenais le téléphone à 100 000, hey, passe-moi le CEO, je veux lui parler. Exact. Puis, quand j'y repense, c'est ridicule parce que, mettons, je me rappelle, il y a une expérience qui m'avait un peu marqué parce que ça m'avait tellement stressé à l'époque. J'étais allé dans une conférence à Los Angeles. Puis c'est une conférence de microcap, puis les PDG des compagnies sont là, puis tu peux prendre des meetings un à un avec les compagnies. Sérieux? Ouais. Puis là, Philippe, à l'époque, il est comme un peu mon mentor, tu sais, parce que moi, j'avais pas... Ce Philippe-là. OK. J'avais pas encore beaucoup d'expérience. Fait que moi, je me fiais beaucoup sur lui, qui avait commencé à investir avant moi. Il lui a le background vraiment en finance. Il avait étudié à l'université en finance, tout le kit. Puis là, j'arrive à mon premier meeting le matin, puis Philippe est en retard. Il est comme pogné dans le trafic à LA, tu sais, comme il y a tout le temps du trafic. Puis là, il me dit, genre, faut que tu fasses le meeting tout seul. Puis moi, j'ai jamais rencontré un CEO de ma vie. Là, non, mais en réalité, j'étais pas dans le trafic. Là, je prenais un petit café tranquille à l'hôtel. Je me suis dit, le meilleur apprentissage, je le jette dans le bain. Ah ouais, vas-y, apprends à nager. C'est comme quand je suis allé skier pour la première fois dans le double losange. Ça ressemble à ça. Ça doit ressembler d'une certaine façon. Ben, ça s'est bien passé. Bon, j'ai bien fait de faire ça. Ça s'est bien passé. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Puis, tu sais, non, mais j'ai fait le meeting. Puis, tu sais, j'étais comme super stressé. Puis, tu sais, j'avais mes questions de préparer, puis j'ai posé mes questions. Puis, tu sais, combien de temps t'as? Tu sais, mettons, moi, je suis un CEO. OK, 30 minutes en one-on-one. Non, tu payes pas, c'est gratuit. C'est les compagnies qui payent. Mais je comprends pas, moi. Comment un CEO de compagnie publique peut allouer du temps, on va dire un petit investisseur dans le temps? Il faut comprendre que je vous explique une conférence. Il veut liquidité, I guess. Oui, mais liquidité, mais t'as pas d'autres choses à... Pourquoi t'es pas privé? C'est ça que j'ai de la misère à comprendre. C'est à quel point on va te laisser une autre discussion. 4 questions en même temps. C'est ça, une question à la fois. Une conférence microcap, essentiellement, pendant une journée. Des fois, c'est sur plusieurs jours. Tu vas avoir comme 500 investisseurs, une centaine de compagnies. Fait que c'est quand même une bonne utilisation de leur temps d'aller là parce que pendant 1, 2, 3 jours, ils vont faire une vingtaine de meetings. Puis évidemment, il y a toutes sortes d'investisseurs. Il y a des gestionnaires de fonds, il y a des family office, du high net worth, puis évidemment, des gars qui ont 8 000 deux petits coudes de Montréal qui s'en vont à Los Angeles pour rencontrer des sous-compagnies. T'es CEO, puis là, t'avais le choix entre le gestionnaire du portefeuille, puis t'as pigé du chapeau, puis là, t'étais avec Philippe Bergeron, il y a juste 100 000. Qu'est-ce que je connais ça? Mais la base, c'est qu'ils ne savent pas. Là. C'est ça, mais tu le sais, là, tu sais. Mais ce qui amène à la genèse de, tu sais, avant de lancer le fonds Rivemont Microcap, on a lancé une communauté d'investisseurs de microcap au Québec qui s'appelait Espace Microcap, avec un forum de discussion en français, des événements en français. Fait que moi, c'est la stratégie que j'avais comme réfléchi à ça. J'ai dit, OK, il faut que je leur donne une raison de me parler. Fait que s'il parle à Philippe, investisseur individuel... Tu parles à plein d'autres personnes. Tu parles à d'autres personnes. Ouais. Ça marche pas. Un blog à aussi, Philippe, toi. Qui est... Tu sais, Espace Microcap, nanana. Mais là, il dit, OK, je parle pas juste à Philippe, je parle à 500 personnes. C'est ça. Puis, dans le fond, on partageait notre recherche sur le blog, nos stock picks, finalement. Ouais. Tout était disponible gratuitement. Fait que, mettons, on bâtissait une conviction, une position dans un microcap. On partageait toute notre recherche sur notre blog.
Fait que c'est ça. Tu avais le droit de c'est faire ça, parce que nous autres, on n'a pas le droit d'aller dans le conseil ou dans les affaires de même. Ben, c'est pas du conseil, on Non, met tu un partages ton disclaimer, opinion. on Ok. dit, c'est Ouais, comme je t'as le droit. partage Ok. ma recherche, c'est pas une recommandation d'achat ou quoi Mettons que ce soit. Planète Microcap du 16 au 18 juin. Je pense que c'est un gros regroupement à Oui. Vegas. Allez-vous Vous venez là? avec nous autres, là? Vous y allez? Venez, là, Pour vrai? Investi va être là, right? Ben, ça serait cool. Hein? Quelle date, t'as dit? 16 au 18 juin, parce qu'on voulait faire Goodstock en bourse en juin. Puis le monde était là, non, on s'en va tout là, faites-le en septembre. On s'était fait contacter, fait qu'on va le faire en septembre. D'ailleurs, si vous voulez acheter des billets, goodstockenbourse.com, ça va vous rediriger sur Bristol Media / Goodstock en bourse, puis vous allez pouvoir commencer à acheter des billets drette là. Mais on en met juste 25 en vente. Puis vu que c'est une émission microcap / penny stock, il y a peu de détails. La date est à confirmer, l'endroit est à confirmer, le speaker est à confirmer, mais tu as 50% de rabais sur le prix. Bon, j'achète tous les billets puis je les me revends sur mon site. Un scalper. Ça pourrait être une stratégie. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez l'acheter sur YouTube. Là. Vous allez pouvoir cliquer et acheter le billet. C'est un Tu smart vois move, que ce pareil. gars-là, il Quand think je vois- outside the quand- box. Quand je Oui. vois des opportunités, là, Exact. j'agis rapidement. C'est un bon move, pareil. Je pense Honnêtement, j'ai quasiment pensé ce mot. Tu vas le faire. Comme tu m'enverras le lien. D'autres questions pour toi? Tu sais, ces conférences-là, c'est quoi les critères pour les compagnies d'aller parler là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire par Est-ce critère? qu'il faut que tu ailles un produit, un service qui est prouvé, qui fonctionne, ou il faut que tu ailles, mettons, un market cap maximum? Par définition, une microcap, là, on va vraiment dans le technique, c'est une capitalisation boursière de 300 millions et moins. Dans ces conférences-là, généralement, c'est du 100 millions et moins. Fait que c'est pas nécessairement un penny stock. Tu sais, souvent, les C'est pas des gens, compagnies de ils- 2-3 millions. Là. Mais souvent, les gens, ils mélangent les deux termes. Puis penny stock Ben, est assez péjoratif. là. C'est que tu vas avoir des microcaps qui vont transiger à 2-3 $, comme t'en as qui transigent à 5 sous. Puis je pense que le terme penny stock, c'est vraiment Une pièce. ces stocks-là en bas de 10 cents. tu sais. Puis tu sais, je vais être honnête avec vous, là, j'en ai acheté un titre en bas de 10 cents l'année passée. Là, il est rendu à 15 cents. Je suis comme, ouh, je suis excité. Mais ça existe encore. Puis un investisseur individuel comme moi peut bâtir des positions dans des compagnies aussi petites que ça. Mathieu, en tant que gestionnaire de portefeuille, il ne peut plus faire ça maintenant. Parce que qu'il c'est est une des rendu trop différences, gros, disons, trop entre d'argent, nos deux c'est quoi les stratégies critères? aujourd'hui. là. C'est quoi les critères Ben, du fond? tu sais, je veux dire, à mesure que tu grossis tes actifs sous gestion en tant que gestionnaire de fonds, ben c'est sûr que ça devient plus difficile d'acheter des petites compagnies qui sont pas très liquides. Tu sais. Puis l'affaire, c'est que Parce que tu peux pas sortir quand tu veux ben, tu vendre? peux pas rentrer ou sortir sans faire bouger le prix de façon exceptionnelle. C'est tu sais. les coûts de transaction, finalement. là, Tu sais, parce que si un stock, mettons une compagnie qui vaut 5 millions en bourse, puis elle transige 10 000 $ de volume par jour, puis moi, ma position de départ, mettons 1% du portefeuille, c'est 150 000 $. Fait que ça coûte 10 000 Ça, c'est ton par premier chèque. Tout avec ça. Ben, normalement, ouais, 150 000 si OK. je veux prendre une position de départ. Fait que là, si ça transige 10 000 par jour, puis je ne serai pas 100% du volume non plus, tu sais, on c'est s'entend. Fait que faut que j'accumule tranquillement. Fait que des fois, ça va me prendre 2 mois à accumuler une position. Ça peut être très, très difficile. Mais- Puis sortir, même chose. Tu sais. OK. Tu sais, sur ça, c'est qui, mettons, pourquoi tu irais en bourse si, mettons, tu as un volume quotidien de 10 000 dans qu'à faire, t'es pas mieux d'être privé puis d'accéder, mettons, à des, tu sais, on va dire, des investisseurs qui sont plus qualifiés, qui peuvent aller te donner des plus gros bassins d'argent. C'est là que moi, je me questionne toujours. C'est une excellente question. Là. Parce que ça fait plus que 10 ans que j'ai investi. Puis au début, je me posais la même question que toi. Puis j'étais comme, comment ça qu'il y a des compagnies qui vont public? Puis je pense qu'on peut, disons, il y a différentes façons qu'une compagnie devienne microcap. Je vais te parler de la plus. Une des plus fréquentes. Si tu vas en bourse, une valorisation d'1 milliard, puis tu perds 90% de ta valeur, qu'est-ce que tu deviens, Derek? Je sais pas de quoi de pas bon. Une microcap. Une microcap. Fait que, tu sais, souvent, mettons, je te dirais, il y a beaucoup d'opportunités qui sont des failed M'attendais pas à la IPO. question. Je pensais qu'il me parlait de ma vie privée. Mais qu'est-ce que je deviens? Je sais pas, un homme de 39 ans. On a du travail à faire avec Derek, là, mais écoute, un conseil Ouais, à mais la fois. quand tu fais ça, c'est pour un Non, mais- je veux dire, t'avais-tu des dans- bonnes intentions en faisant ça? Ben, il y a plein de bonnes raisons d'IPO. Évidemment, ça peut être une stratégie de sortie pour des investisseurs privés, VC, etc. Puis l'IPO, c'est vraiment leur stratégie de sortie, puis ils vont vendre le stock dès que c'est listé. Alors que tu as des IPO qui sont des IPO de croissance, puis qui sont listés non pas comme une stratégie de sortie, mais une stratégie de croissance pour lever plus de capitaux, avoir accès au marché des capitaux. Mais ce qui arrive, c'est que peu importe tes intentions, ben, des fois, ça fonctionne bien, puis des fois, ça fonctionne moins bien. Puis des fois, ça n'a rien à voir avec, comme tout le monde a des bonnes intentions là-dedans, le IPO s'est fait, ça a été clean, avec une bonne banque d'investissement, etc. Mais finalement, le marché n'était pas tout à fait prêt, le produit, etc. Il ne livre pas la marchandise, les investisseurs perdent patience, vendent le titre, puis là, tu as une baisse de 80-90%.
Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on a trouvées qui sont en fait des turnarounds. Des compagnies qui ont déjà été comme des small cap, des mid cap, mais surtout des small cap, puis qui sont devenus des micro cap. Puis là, tu as un turnaround, puis ça peut s'exprimer de différentes façons. Comment? Ça peut être, le marché est enfin prêt à acheter le produit que la compagnie produit. Ça peut être un nouveau produit, ça peut être un nouveau management. Je sais pas, peut-être que j'oublie. Non, mais mettons, En moi, général, c'est vrai. c'est souvent peut-être ces un trois bon éléments. point. 5 000 piastres à investir, qu'est-ce que tu checkes? Tu checkes la liquidité, tu checkes le management, mettons en ordre ou à peu près. Mais Toi, il faut que tu c'est un bâtisses une non, mais toi, tu as 5 000 à investir, Ouais. Mathieu a 150 000. Ouais, mais mettons tu vois que déjà t'as- la différence structurelle. Toi, Ok, tu peux mais- investir littéralement de n'importe quoi. Oui, mais Lui- qu'est-ce que je regarde? C'est ça la question. Ben, moi, ce que je regarde, c'est les fondamentaux en premier. Là. Fait que c'est j'ouvre les états financiers, je regarde la compagnie a-tu des revenus, est-ce que la compagnie génère des profits. Puis, mettons, juste là, pour simplifier au maximum, là, si tu utilises un filtre, là, puis tu dis, moi, je veux juste des compagnies qui sont profitables, là, dans le marché canadien, tu élimines au-dessus de 90% des opportunités de micro-cap. OK. C'est-tu des compagnies de haute croissance là-dessus? Ça va être des compagnies, des fois, dans des secteurs très traditionnels puis qui n'ont toujours pas de profit. Ben, il y a un peu de tout, honnêtement. Puis, c'est parce que aussi, faut se rappeler qu'au Canada, on est beaucoup axé sur les ressources naturelles, Ouais. notre économie en général. Ouais, fait qu'il y a c'est beaucoup de compagnies d'exploration mining. minière, d'exploration pétrolière. Fait que déjà, comme 2 tiers du marché, c'est des ressources naturelles. Il y a énormément de compagnies qui n'ont même pas de revenus là-dedans. Fait que ça, moi, personnellement, Après ça, je enlève les le élimine. pharma Fait que aussi. t'es le élimines. pharma Fait que tu passes qui- d'à peu près 3000 micro-cap canadiens, à peu près, Ouais, c'est ça. à Moi, 200, il m'en mettons. reste moins que 1000. OK. Qui sont, mettons, j'élimine juste ressources naturelles, je tombe en bas de 1000. Puis Puis après ça, j'élimine tous ceux qui sont pas profitables. Puis là, il m'en reste même pas 100. Là, tu sais. Ah ouais, OK. Fait que toi, tu regardes 100 compagnies dans ta watchlist. Mais je suis des compagnies qui sont pas profitables, mais que je pense qu'ils vont le devenir éventuellement. Tu sais, c'est ça le travail aussi. C'est là que tu rentres, dans le fond, ou... Ben moi, généralement, je vais attendre le point d'inflexion de la profitabilité. Mais c'est déjà arrivé, dépendant des contextes, où ce que le point d'inflexion de la profitabilité, pour moi, il est clair, il va arriver, mettons, dans 1 ou 2 trimestres. Ça se peut que j'investisse un peu avant. OK. Mais tu sais, généralement, c'est parce que quand une compagnie est devenue profitable, elle est dérisquée là, comme vraiment beaucoup comparé à n'importe quoi qui n'est pas profitable. OK. Parce que quand tu n'es pas profitable, tu as besoin des marchés des capitaux pour te financer. Fait qu'il faut que tu retournes au marché tout le temps, il faut que tu mettes des nouvelles actions. Tu es un peu à la merci de comment ton stock performe dans le marché. Si ton stock performe mal, puis tu n'as pas une bonne valorisation, puis tu n'as pas le choix de lever du capital, ben tu n'as pas le choix, puis tu le lèves, puis tu te fais diluer. tu sais. Fait que toi, dans le fond, là, souvent, on dit que c'est fatal de rentrer trop tôt, mais toi, faut que tu rentres plus tôt que le reste du public rentre. C'est ça ton sweet spot? Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, puis là, on va repartir du fait que j'ai 15 millions dans mon fonds. Dans le monde de la gestion d'actifs, 15 millions, c'est miniature. Là. C'est vraiment petit. Il y a tous les autres fonds de small cap, mettons canadiens, là, c'est des fonds qui gèrent des 100, 200, 300, 400 millions et plus. T'sais. Fait que ces fonds-là, ils ont, autant on a parlé du problème de liquidité, moi, par rapport à un investisseur individuel, ben, les plus gros fonds, ils ont le même problème que moi à encore plus grande échelle. Comment qu'eux, ils font dans ce cas-là? Parce qu'à 300-400 millions, tu sais, à un moment donné, ça reste qu'ils ont les mêmes bassins de compagnie que toi. Là. Exact. Mais c'est ça. Ben, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, moi, en bas de 100 millions, je touche à rien. J'ai juste pas assez de liquidité. 100 millions, je regarde même pas. Ça, les plus gros fonds, souvent, c'est ça. Puis il y en a, c'est 200 millions, il y en a que c'est 500 millions. Tout le monde a ses limites en termes de market cap, en termes de liquidité. Fait que moi, où je me positionne, c'est, OK, ben, je suis un des plus petits fonds de small cap au Canada. Fait que je peux rentrer dans tous les autres fonds de small cap. Puis je le sais, c'est quoi qu'un investisseur institutionnel recherche, parce que j'en suis un. Fait que généralement, je suis capable de me positionner juste au niveau liquidité, j'ai un avantage structurel. Je suis capable de me positionner avant les autres gros gestionnaires. Fait que souvent, ce que je regarde, c'est une compagnie qui a beaucoup de croissance, c'est 20% ou plus, idéalement, qui génère des profits. Puis idéalement aussi, il y a comme il y a une histoire intéressante. Il y a en anglais, on dit un tailwind. Là, il y a comme il y a quelque chose de structurel dans le marché qui favorise l'adoption de leurs produits ou de leurs services. OK. Quand tu dis moi, ben c'est pas toi. Tu as une équipe, puis tu as aussi, je pense, notre commanditaire, BNC, qui fait vos trades, n'est-ce pas? Ben c'est ça. En fait, moi, le fonds, il est sous la bannière Rivemont. Les investissements Rivemont, c'est une firme qui a été partie à Gatineau, qui a maintenant un bureau à Montréal aussi, puis ils gèrent d'autres stratégies. Puis Banque Nationale, c'est un de nos partenaires, dans le fond. OK. Nous, on transige sur la plateforme de Banque Nationale. Puis c'est aussi notre gardien de valeur. Fait que les clients qui investissent dans nos stratégies,
ben, leurs actifs sont safe chez Banque Nationale. Exactement. Parce que ça, c'est une affaire. Quand tu as un appétit pour le risque, puis tu trades dans une plateforme qui n'est pas où est-ce que ton compte bancaire est, je pense que ça double le risque. Peut-être pas double, mais ça augmente le risque. Soyez prudents à la maison. Tu posais la question, est-ce qu'il y a une équipe, dans le back-office là, pour gérer le fond? Mais en soi, je pense qu'il était maintenant tout seul. Son analyste junior, c'est ChatGPT. Puis c'est vraiment un one-man shop. À 15 millions, tu n'as pas tant d'argent pour engager. Parce que là, tes exactement. frais, je veux dire, c'est mon rendement, tes frais, dans le fond. Ben, mais exactement, c'est ça. Je veux dire, il faut être compétitif au niveau des frais. Fait que, évidemment qu'on ne fait pas des millions avec ça. Puis fait que le but, c'est évidemment, moi, je veux grossir cette stratégie-là. Puis là, c'est de trouver le juste milieu. C'est quoi le point où on génère assez de revenus pour se payer les outils qu'on a besoin puis engager le staff qu'on a besoin. Mais de l'autre côté, je ne veux pas devenir un fonds de 400 millions qui ne peut plus investir dans ce que je fais en ce moment. Parce qu'il n'y a pas assez de liquidité. Fait que, moi, je pense que le sweet spot, c'est comme 25 à 50 millions. OK. Ben, moi aussi. Dans le fond, dans mon compte. Là, c'est un bon chiffre, ça, c'est vrai. Mais est-ce que, mettons, dans ton secteur, on va dire, qu'est-ce que toi, tu fais aux États-Unis, il y en a plus de compétiteurs là-dedans? Puis, est-ce que tu touches au marché américain actuellement ou pas du tout? Pour ta première question, oui, clairement qu'il y a beaucoup de... le marché américain est beaucoup plus gros. Là. Il y a je sais pas, j'ai pas regardé dernièrement, là, mais je pense que c'est comme 10 000 microcaps, là, comparé à, mettons, 2-3 000 au Canada. Fait qu'on va dire que même si tu mets les mêmes filtres, on va dire, au final, il y a quand même 3 fois plus de compagnies qui respecteraient, on va dire, ton filtre, mettons. Ben, honnêtement, je n'investis pas beaucoup sur le marché américain. Ça, c'est pour répondre à ta deuxième question. Fait que je connais pas les statistiques exactes, mais j'ai l'impression que ça doit se ressembler un peu. Y a-t-il une raison derrière ça ou c'est juste à cause que c'est le mandat, c'est pas... Je peux investir aux États-Unis, mais pour moi, c'est une question de focus. Ouais. Je me positionne vraiment comme l'expert des microcaps au Canada. Je connais le marché comme le fond de ma poche, parce que je l'ai étudié depuis, ça fait 10 ans que je fais ça. Ouais. Puis, si on rentre un peu plus dans mon processus, la manière que je trouve mes investissements, c'est ça nous intéresse. À chaque matin, je me login sur une plateforme qui s'appelle Stockwatch. Puis, cette plateforme-là me permet de filtrer, sortir tous les documents réglementaires que les compagnies ont publiés. Fait on parle de, mettons, communiqué de presse puis état financier. C'est les deux principales choses que je regarde. Fait que je regarde la veille, dans le fond, la journée précédente, tout ce qui a été publié sur le marché canadien, toutes les compagnies. Fait qu'il y a comme 200 à 1000 documents par jour. Puis là, que tu lis ou que tu passes dans passe un par un. Fait que tous les communiqués de presse, je regarde le titre. Puis est-ce que ça pique mon intérêt? Des fois, c'est juste comme on a émis des options à des employés. Fait que je m'en fous. Mais des fois, ça peut être une nouvelle commande. Ils ont un nouveau client. Ça peut être... il y a une nouvelle équipe de direction. Il y a des changements fondamentaux qui peuvent être importants pour cette compagnie-là. Puis moi, je vais être le premier à le voir. Mettons, il y a une nouvelle comme François Legault qui vient de démissionner. Ça impacte-tu ton portefeuille? Pas vraiment, non. Okay. Je dirais non. Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de macro... je fais ça un peu plus que Mathieu, ça, je le sais, là, mais c'est sûr qu'il y a des termes macro ou disons des... Tu regardes en ce moment, mettons, on est au début d'un super cycle de commodités. Fait que, c'est dur à ignorer de dire, OK, j'aurais peut-être commencé à regarder, y a-tu des petits producteurs d'or, d'argent que je pourrais acheter, etc. Moi, c'est sûr que je suis un peu plus... je regarde un peu plus ça que Mathieu. Quand tu dis que tu regardes plus ça, tu regardes plus quoi? Parce que lui, il moi, je lis beaucoup. 2500 rapports par jour. Mais il lit les communiqués, les communiqués puis les états financiers. Mais tu sais, moi, je suis sur Twitter, genre, je suis plein de comptes, je lis les nouvelles, etc. J'essaie de rester informé sur ce qui se passe dans le monde puis d'essayer de voir s'il n'y a pas des tendances là-dedans. Puis on a joué une coupe, quand on gérait de l'argent ensemble, on a joué une coupe de tendances comme ça, que c'était vraiment comme de mon initiative. Je lui dis, écoute, les paris sportifs, ça va être légalisé aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme play? Là, on investit. OK, tu jouais plus la macro, la tendance que les états financiers, la profitabilité. C'est un facteur que tu peux combiner à ton analyse fondamentale. Puis là, si tu as un alignement de macro, micro, technique, puis là, c'est comme une espèce de le Saint Graal. Les paris sportifs, on a joué de score. Puis on a investi à 30 cents. Ça a été takeover à 2$ pour genre... je m'en rappelle très bien. Aussi. mais des plays comme ça, on en avait quelques-uns dans le fond. C'était pas notre stratégie principale, mais il faut garder son esprit ouvert à comme... Peut-être que là, mettons, DoScore, ça faisait pas d'argent. Même quand ça a été takeover, ça faisait pas d'argent, mais là, il y avait de quoi qui se passait dans le marché. Puis tu vois, moi, c'est fou parce que je suivais un peu le marché, sûrement moins que toi, mais j'adorais l'app.
Je checkais tous les résultats sportifs dessus. Puis je savais même pas qu'il faisait du sport gambling. Puis là, quand ils l'ont annoncé, j'ai fait « Oh my God! » Mais écoute, je vais te raconter d'anecdote quand même cool. Vas-y. Tu sais, puis à C'est pas cool, on la coupe. Okay, ouais, c'est ça, mais tu sais, j'ai contacté comme c'était John. Comment c'était quoi son nom de famille? Tu avais John. Je me rappelle pas. En tout cas, un moment donné, j'étais à Toronto pour des meetings, puis je dis OK, mais moi m'essayer. Puis finalement, les autres, les gens les plus simples, les fondateurs. J'étais allé voir justement les ça, j'aime ça. c'était le CEO puis son fils. Pas qu'il écoute ça parce que tu te rappelles plus son nom. Mais... Ah non, c'est vrai, mais je pense pas qu'il comprend le français. Là. Mais j'étais dans le boardroom de The Score, puis ils nous ont pitché leur vision stratégique, puis j'étais comme wow. OK, là. OK, tout à edge, là. Genre, j'étais comme, OK, là. Trading, là, je passais 2 heures dans le boardroom à poser toutes mes questions, puis ils m'ont littéralement, step by step, dit c'est ça notre stratégie, c'est ça qu'on veut accomplir, etc. Puis c'était avant que ça soit légalisé aux États-unis. Ils disent, ça s'en vient, ça va être légalisé. Non, je suis comme, OK, il faut prendre une position là-dedans. Dans ce temps-là, j'ai poursuivi le texte. Le Mathieu, il a dit, ben là, Phil, en même temps, ils font pas d'argent. Je suis comme, non. Fait qu'on a pris une position, justement, pour gérer notre risque, mais ça a été une bonne transaction. Là. Quand est-ce qu'une opportunité devient plus une opportunité? Y a-t-il un trigger? Genre, tu regardes quelque chose sur ta watchlist, puis non, il s'est passé telle nouvelle. Quand Derek l'achète. Annonce ça, c'est réseaux sociaux. Quand Tim Kramer dit bye. Ouais, mais y a-tu des facteurs que, tu sais, c'est vraiment des red flags, là, il se passe telle affaire? Le inverse Derek. Des red flags. Il y a un inverse Mark qui s'est parti en ligne. Ah ouais? Non. Il est 27% up depuis le premier janvier. C'est pas genre. Pas toutes les analystes. Non, mais tu sais, des red flags, il y en a comme. Non, mais tu sais, as une opportunité, puis là, non, j'arrête de la regarder où je vends cette position-là. Ben, tu sais, moi, mettons, mon approche, je suis quand même assez patient, puis. Tu sais, étant donné, encore une fois, on vient aux contraintes de liquidité. Quand je rentre dans une position, ça peut être long à rentrer puis ça peut être long à sortir. Fait qu'il faut que je sois sûr de ma shot. Tu sais, je peux pas juste sur le fly décider que je vais l'acheter puis le lendemain, je vais la revendre. Ça marche pas comme ça. Fait que moi, il faut que je fasse vraiment mes recherches. Puis souvent, je vais avoir une approche que c'est comme, je regarde la compagnie, OK, c'est intéressant, je vais aller parler au management. Puis là, souvent, le management, ils vont me donner un peu des benchmarks de, tu sais, voici où on s'en va, c'est quoi notre vision, voici ce qu'on veut accomplir, certains milestones. Puis après ça, je prends des notes, tu sais. Puis là, je les suis pendant 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, puis je regarde est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire. Puis la réalité, c'est que la plupart des compagnies micro-cap, ben, ils font absolument pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Fait que déjà là, moi, je suis comme, OK, ben ça... Tu me dis au téléphone que tu allais faire telle chose. Ça fait 3 ans qui vont être profitables au prochain trimestre. Non, mais tu sais, pour vrai, c'est quasiment un meme, là, que, tu sais, mettons, le fameux, genre, on va être profitable dans 1 trimestre ou 2, là. Puis ils disent ça pendant 5 ans, là. Ouais. C'est vraiment, c'est constant, là, c'est tout le temps. C'est quoi le facteur? Est-ce que tu penses qu'ils le savent déjà ou ils ont juste une mauvaise exécution? Moi, je pense que pour être CEO, il faut que tu sois quand même optimiste. Là, faut un bon vendeur. Un bon vendeur. Tu sois un bon vendeur aussi, exact. Fait que moi, je pense qu'ils croient à ce qu'ils me disent, mais bon, c'est parce que moi aussi... Je te parle d'un projet d'embouteiller l'eau, là. Tu crois-tu ou... Parce que si je réussis à parler au management, là, ils vont être profitables le prochain trimestre, là. Ah, ça peut m'intéresser. OK. Non, mais pour revenir à ce que je veux dire là-dessus, c'est, mettons que tu aurais des large caps, si ça fait 3 ans que le gars est dit le CEO, mais le board, ils vont le kick-out à un moment donné. Exact. Mais t'as-tu des boards de ces compagnies-là? Ça fonctionne comment? Oui, il y a des boards, mais tu sais, encore une fois, c'est des petites compagnies. Les boards sont... Chummy avec la ouais, gars, exactement. Gars, il n'y a pas beaucoup de friendly ou complaisant. Ouais, mais c'est légal, tout ça, tu sais, genre, c'est les manipulations des livres, ça a l'air un peu, genre, on prend un cigare puis on... Non, mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est qui... Mettons là, que toi, t'es quelqu'un de super compétent dans ton domaine, t'as eu plein de succès, t'es multimillionnaire... T'as pas nécessairement besoin de travailler. Sur mon LinkedIn, toi, là. Je te connais. Tu connaissais déjà des règles. Fait que, tu sais, mettons qu'une compagnie de 5 millions, un peu broche à foin, t'approche, puis ils veulent que tu sois sur leur board. OK, t'es vraiment allé sur mon LinkedIn. Non, c'est ça, tu sais. Ça t'intéresse-tu ou pas? Ben oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. OK, bon, ben, parfait, je vais prendre des notes. Non, mais ça m'intéresserait d'embarquer pour la gérer ou pour... Ouais. Mais tu sais, t'as des boards fonctionnels puis t'as des boards non fonctionnels. Okay. Moi, j'ai fait un board là, quand j'ai quitté le fonds. Une de nos grosses positions, là, qui en plus, c'est moi qui avais comme bâti cette position-là. Ben, une fois que j'ai quitté le fonds, ben, je pouvais comme... parce que quand j'étais chez Rivemont, je pouvais pas comme aller sur le board parce que j'aurais été en conflit d'intérêt avec le fonds. Mais là, j'ai dit à Mathieu, veux-tu que j'aille sur le board, genre comme donner un coup de main, etc. Puis ça a été une des plus belles expériences que j'ai vécues, mais
sais, je posais des questions, là, puis je challengeais, puis je suis comme, c'est quoi la stratégie? Ça, Good Protein, t'es impliqué là-dedans. Ça, c'est privé. Ouais. Ça, c'est une autre c'est affaire. une autre histoire. Super beau succès. Mais non, la compagnie s'appelait Accru. OK. Finalement, j'étais sur le board pendant 2 ans, puis la compagnie était vendue en mars 2025 pour 21 millions, à 10 fois le BAYA. Puis quand je suis arrivé sur le board, c'était pas mal ça. Là, j'ai dit à Mathieu, on va mettre de la pression pour que ça soit vendu parce que ça devrait pas être une compagnie publique. Puis c'est ça, tu sais, comme Marc le mentionnait, il y a beaucoup de compagnies qui devraient pas être publiques. Mais quand tu vas public, tu y crois que tu devrais être public. Puis des fois, ça se passe pas comme prévu. Puis là, tu es public, puis tu devrais pas l'être. Puis ça te coûte 200 000 $ de frais d'audit. Mais tu y vas principalement pour avoir des capitaux, pour lever de l'argent. Oui, mais c'est ça. Mais quand ça marche pas, ça te coûte cher. C'est le pire endroit pour lever des capitaux. Ouais. C'est plus facile de lever des capitaux privés que si tu es une microcap. D'où le risque de dilution qu'on a parlé tantôt. Oui. C'est que si tu as besoin d'argent, tu vas te faire saigner comme compagnie si tu es public, puis tu as mal géré ton cash flow, puis là, tu as besoin d'argent. Il va toujours y avoir des gens pour te financer, mais ce ne sera peut-être pas les gens que tu veux qui te financent. Pas parce qu'ils sont qui font quoi que ce soit d'illégal, plus que eux autres, c'est comme, OK, une opportunité, on va le faire ton placement privé, mais 6 mois après, ils flippent le papier, puis merci, bonsoir. Tu sais. Puis ça, je pense que c'est un des avantages qu'on a, c'est que ça fait plus que 10 ans qu'on est dans le marché canadien, on les connaît, les différents groupes. C'est souvent les mêmes gangs. C'est le même réseau. Fait qu'une fois que t'es dans la gang... Toi, tu le verras peut-être pas, mais quand je regarde c'est qui s'implique dans une compagnie, mettons, d'embouteillage d'eau, puis je vois c'est qui les gens derrière, je dis, ça, j'y toucherai pas. Parce que les gens qui sont impliqués... Je sais pas. Mais non, puis il n'y a rien qui... Comme je dis... Parce que mettons là, que je suis moins 75% sur cette compagnie-là. Là. C'est plus... J'attends, je hold ou je rachète? Écoute, on pourrait faire un podcast là-dessus, là, mais juste pour être clair, je ne suis pas en train d'insinuer quoi que ce soit. Moi, j'ai investi dans des compagnies avec d'autres actionnaires, d'autres fonds qui ont une philosophie d'investissement à long terme. Okay. Fait que des fois, je vais avoir des gens qui vont s'impliquer dans un titre, mais quand je regarde leur track record, j'aime pas leur track record, j'aime pas les compagnies dans lesquelles ils ont investi, puis leur détention, disons, la détention, comment dire, le temps de détention. Oui. Sont-ils là pour faire une pièce rapide ou sont là vraiment pour bâtir des entreprises qui vont être profitables à long terme? Toi, tu checkes-tu c'est qui le management, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avant, leur track record? Pas juste le management, il faut que tu regardes c'est qui les principaux actionnaires, c'est qui fait les investor relations, là, les relations aux investisseurs. Il faut que tu regardes tous les gens qui gravitent autour de ça, qui en parlent publiquement ou qui sont actionnaires. Je pense pas qu'il y a grand monde qui nous écoute qui font ça, mais c'est bon. Mais c'est vraiment important. Mais j'ai souvent fait ça, mettons, quand il y avait des... mettons, NFI, ça n'a pas fonctionné. Mais dans le temps, il y avait McDonald's dans Twitter. NFI sur une tasse. Ouais. Parce que là, on a une jeune artiste de la relève qui nous a fait ça. Puis qui nous font la location de bus pour l'événement. Comme ça, on va aller chercher du monde partout. Oui. Pour le good stock en bas. On peut vendre des billets pour les bus aussi, sur les bus gratuits. Mathieu, je pense que le top 5 du fonds, selon mon analyse avec le AI, c'est 57% de tout le fonds. Donc, 5 compagnies représentent plus de la moitié. Ouais. C'est-tu toujours comme ça? C'est-tu quelque chose qu'on peut s'attendre? En général, oui. En haut de 50%, ça a été pas mal ça historiquement. Là. Fait que c'est une stratégie qui est concentrée. Parce que les opportunités qui ont de l'allure, il n'y en a pas tant que ça. Puis après ça, les opportunités qui ont de l'allure, puis que j'ai le temps de faire la recherche, le deep dive, d'aller sur le terrain, les visiter en personne, parler au management plusieurs fois, parler à des experts dans l'industrie. Je fais vraiment... Je peux passer des dizaines, voire même des centaines d'heures de recherche sur une compagnie au fil du temps. Là. Donc, tu viens la nuit, 5 positions, la moitié. Je pense pas qu'il y a grand monde qui nous écoute qui ont 5 positions. Oui, je dors quand même assez bien la nuit parce qu'encore une fois, c'est que je les connais mieux que n'importe qui, ces compagnies-là. Fait que s'ils se sont rendus là, dans mon top 5, ils ont mérité d'être là. Parce qu'il n'y a pas juste 5 positions. Tu as combien de positions? On a 17 total. 17. Okay. Mais c'est ça. Fait que, comment ça commence, c'est que j'achète une position, je trouve une compagnie, je la trouve intéressante. Bon, je vais acheter 1% du portefeuille dedans. Après ça, je vais suivre l'exécution pendant une couple de trimestres. OK, ils ont-tu fait ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire? Est-ce que les revenus, les profits sont en croissance? Bon, est-ce que la thèse d'investissement se déroule comme je pensais qu'elle allait se dérouler? La plupart du temps, malheureusement, c'est pas le cas. Puis ça, tu le vois en combien de trimestres? Parce que déjà que tu parles de trimestres, je pense que c'est beaucoup plus que la majorité des gens qui nous écoutent qui espèrent le lendemain ou la semaine prochaine qu'il y ait de quoi. Non, je comprends. Mais moi, c'est ça, c'est de l'investissement à long terme. Il y a comme la compagnie que Phil a parlé, qui était sur le board, on l'a acheté en 2018.
quand on travaillait deux ensemble, puis la compagnie a été vendue, a été privatisée en 2025. Fait qu'on l'a détenue pendant 7 ans. Ah, exact. Puis il y a une autre compagnie qu'on a achetée en 2018 aussi, que tu es encore actionnaire, ou du moins, si tu ne l'es plus, c'est parce que le titre a beaucoup monté. Crache le morceau. En fait, c'est vraiment pas comme je dis, là, comme vous faites votre propre recherche. Puis quand on mentionne des titres, surtout des titres microcap, là, c'est vraiment pas des recommandations d'achat. Là. C'est plus pour, on va dire, le côté éducatif de la chose. En 2018, on a acheté une compagnie qui s'appelle Kraken Robotics à 15 cents par action dans un placement privé. Aujourd'hui, ça transige à 8,50, je crois. Et vous en avez encore? J'en ai encore un petit peu, oui. OK. Ouais. Donc, c'est pas dans le top 5? C'est pas dans le top 5. Ça a été longtemps dans le top 5 là, pendant que ça a monté, mais à un certain point, je trouvais que le profil de risque-rendement était rendu moins intéressant. Okay. Puis surtout, la compagnie est rendue à 2,5 milliards de capitalisation boursière. Quand on l'a acheté, c'était 20 millions. Oh my God. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on fait ça, du microcap, comme le feeling là, d'acheter de quoi à 15 cents, t'as repêché 10 aujourd'hui. Non, exact. Tu sais, dans ma carrière d'investisseur, en 12 ans, j'ai commencé en 2012-2013, ça fait plus que ça maintenant, ça va faire 12-13 ans. J'ai un titre qui est devenu un 200 bagger, j'ai un titre qui est devenu un 100 bagger, puis j'ai un titre qui est devenu un 50 bagger. Que tu as conservé, pas que tu as vendu à un 5 bagger. Là. Le 200 bagger, je l'ai vendu à 6 bagger. Non, 12 bagger, 12 bagger. C'est comme dire que j'avais dit Nvidia. Je savais parce que je sais qu'est-ce qu'il a fait après, puis je pense qu'il s'en veut. Non, mais je corrige, c'est 6 piastres le prix auquel je l'ai vendu, c'est un 12 bagger. C'est pas grave. Mais là, quand tu vends une coupe de... c'est pas de ta faute. Non, ça arrive à tout le monde. Non, je sais. Il y a un imposteur sur le podcast. C'est que quand tu vends de quoi... 12 baggers qui devient 200 baggers, tu te dis, OK, ben là, la prochaine fois, comment je bâtis la conviction pour les garder encore plus longtemps? Oui, comment puis tu fais ça? La règle, c'est les gagnants continuent à gagner, puis les perdants, généralement, continuent à perdre. Fait que, règle d'or, quand tu vois que ta thèse ne fonctionne plus, tu vends le plus vite possible. Okay? Immédiatement. Moi, c'est un des trucs qui m'a sauvé. Y a-tu une affaire qui te fait vendre la liquidité immédiatement? peut être plus difficile pour lui. Ben, immédiatement. Outre la liquidité, qui est souvent un problème plus grand que la business en soi. Oui, mais mettons, si ta question, c'est vraiment immédiatement, là, c'est comme le management qui est malhonnête, ça, pour moi, c'est comme inacceptable. Okay. Tu m'as menti ou tu me... Pas une erreur de virgule. Là. Non, ça, ou t'as fait de quoi dans les états financiers, que, il y a des compagnies, ils publient leurs états financiers, puis là, 6 mois après, les auditeurs passent l'audit, puis là, finalement, il y a comme... Tous les états financiers sont changés après que les auditeurs sont passés parce qu'il y avait déclaré des faux revenus. C'est pas fréquent, mais ça arrive de temps en temps. Puis c'est pas fréquent, non. Mais tu sais, il y avait. Moi, j'ai déjà investi dans une compagnie, j'ai perdu relativement beaucoup d'argent parce que j'étais là, hey, c'est trop beau pour être vrai, les chiffres étaient bons, tout ça. 3 ou 4 trimestres après, j'apprends que dans le fond, c'était tous des imposteurs puis c'était tout faux. Mais c'est quand tu as des suspicions que c'est peut-être le cas. J'avais pas de suspicion. Okay, c'est ça, je faisais pas assez mes recherches. Encore une fois, mettons, pour revenir à, on connaît bien l'écosystème, on connaît bien notre réseau, les gens, les différents acteurs qui s'impliquent. Ben, des fois, quand tu as comme 2-3 personnes que tu sais qui sont un peu shady, qui sont impliquées dans la même compagnie, ben, tu sais qu'il y a peut-être de quoi... Parce que si tu fais ça, t'es brûlé à tout jamais. C'est différents groupes, ces gens-là. Il y a des groupes qui sont des groupes qu'on a connus qui sont comme, OK, lui, comme s'il est impliqué dans un titre, jamais que je vais y toucher. Puis encore aujourd'hui, ils sont actifs. Là, récemment, il y a eu des articles de journaux sur ses collaborateurs et tout qui sont sortis dans la presse, etc. Mais ils sont encore actifs. C'est des groupes, c'est les fameux pump and dump, ça existe. Là. Ben oui. Je te dirais que les autorités réglementaires ont beaucoup de difficultés à même pénaliser. Écoute, Amaya Gaming. Amaya, j'étais au Playground 3 semaines avant que ça soit annoncé. Puis, t'avais genre un gars que je connais de Sherbrooke qui vient me voir. Hey, t'as-tu entendu une nouvelle? PokerStars va acheter Amaya va acheter PokerStars. Puis là, j'étais comme, comment ça, tu sais ça? Ah, j'ai entendu dire, non. 3 semaines avant que ça soit annoncé. C'est un gars nowhere de Sherbrooke qui est au Playground. Un gars nowhere, là, je te dis. La communauté son surnom, c'est l'Indien. Fait qu'il y en a qui vont être capables de l'identifier. Mais le gars, il n'y a rien à voir là-dedans. Si lui, c'est ça, 3 semaines avant, tout le monde le sait. Puis malgré ça, l'AMF n'a pas réussi à faire accuser personne. Personne qui était accusé pour le délinicier là-dessus. Fait que, écoute, aux États-Unis, si t'es pour, disons, manipuler un titre, puis t'engager dans des comportements qui sont répréhensibles, fais-le pas aux États-Unis. Mais au Canada, nos autorités réglementaires ont de la misère à enforcer les règles. Et il y a encore des groupes qu'on connaît, ça fait dizaines d'années qu'ils font ça sans impunité. Qu'est-ce que tu pourrais devenir la police? Tu pourrais être engagé par l'AMF?
Moi, par contre, j'ai aussi une autre Chevalier règle. noir de l'AMF. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que I don't snitch. I don't snitch. Ouais. Aux États-Unis, ils payent en plus pour Ouais, ça. c'est ça. Information is value, I don't snitch. Mais moi, c'est ça. Faut faire attention. Fait que tu veux savoir avec qui tu t'embarques. Fait que vous ciblez des entreprises mal comprises. Si je comprends bien, c'est pas mal ça le business model. Ouais, C'est qu'il y a une exactement. asymétrie entre ce que le marché pense ou il y a des informations que tu sais parce que tu es dans un certain réseau. Oui, exact, c'est ça. Puis, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est qu'une micro-cap, mettons, on va dire 100 millions et moins de capitalisation boursière. La grosse majorité du temps, tu n'as aucun analyste qui couvre la compagnie. Tu sais, les analystes des grandes banques, des courtiers, là, il y en a zéro. Fait que t'as Même encore aujourd'hui, versus, encore mettons, le aujourd'hui? 10 ans. Ah, OK. il y en a juste pas. Fait que OK. Fait que c'est pas plus facile ou plus tough que le 10 ans ou... non, c'est ça, mais c'est toujours aussi difficile parce que l'accès à l'information, il n'y en a juste pas. Tu sais, OK. tu peux pas aller chercher de l'information. Tu sais, il y a des compagnies, littéralement, là, Pourtant, tu c'est vas sur public. leur site web, ils n'ont pas de présentation aux investisseurs. Tu Ah, vas sur ouais. YouTube, il y a une entrevue du CEO qui date de là, 8 mois. Puis, Mais toi, tu continues de creuser quand tu vois ça ou t'arrêtes là? ben moi, je vais fouiller dans les documents. Là, fait que j'ouvre les états financiers, j'ouvre le rapport de gestion, je vais lire toutes les notes, je vais essayer de trouver toute l'information que je peux. Puis après ça, souvent c'est l'affaire, c'est qu'il me reste des questions. Puis là, si j'étais juste comme that's it, ma recherche est finie, puis je vais pas investir, ben ça finirait là. Mais là, moi, je vais faire le step suivant qui est, je vais contacter le CEO, puis je vais lui dire que je vais lui parler. Puis là, on va faire un appel, puis là, je vais lui poser mes questions, puis là, il va m'expliquer. Puis tu sais, c'est pas aller chercher c'est pas du insider information, là, c'est vraiment d'aller chercher du contexte sur c'est quoi votre stratégie, Oui, votre oui. vision, c'est Mais il quoi les accepte parce que t'es compétiteurs. Rivemont. Derek Morin qui l'appelle. Mais Attends, je vais l'affaire- l'inviter à Non, mais Goodstock. écoute, venez parler. Là. Il va accepter parce que c'est Derek Morin investit le podcast, t'as une plateforme, ok. t'as de la visibilité, etc. Mais Derek Comme Morin, dans le non. temps, Mais il même- acceptait quand c'était espace microcap. Oui, OK, Mais c'est même bon. un investisseur retail, à mon avis, il y a beaucoup de CEO qui vont quand même répondre puis Ah, prendre ouais. le meeting. Intéressant. OK, c'est bon. C'est On spécial, cherchait ça. des C'est invités. surprenant. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a personne qui s'intéresse à ces compagnies-là. Des fois, là, c'est arrivé là, que je rencontre une compagnie. OK, je vais te conter une histoire. Là. Vas-y. C'est une compagnie de Montréal qui s'appelle Imaflex, qui vient d'annoncer qu'elle va être privatisée, mais bon, elle était publique depuis OK. longtemps. Puis le stock, bon, tu sais, le graphique qui descend pendant des années, ça allait pas bien, tout le kit. Fait que moi, j'ai créé la compagnie, puis je dis, je vais aller vous rencontrer, vous êtes à Montréal, je vais aller vous visiter en personne. Fait que là, OK, tu sais, l'assistant du CEO me sédule un meeting, tout le kit. J'arrive dans le bureau, le CEO rentre. C'était quand même un monsieur assez âgé, tu sais. Il rentre habillé comme en jogging, là, tu Il sais, est en vraiment comme... tracksuit, genre avec, Ouais. avec des running. Là. Puis là, il s'assoit à la table de conférence. Ouais. Là, il s'assoit à la table de conférence, puis là, il me regarde, puis il dit, bon, qu'est-ce que tu es venu me vendre? Fait que là, je dis, ben, je suis un investisseur, tu sais, je suis pas venu vous vendre rien, comme je suis venu apprendre sa compagnie. Puis là, il dit, je m'excuse, je savais pas, moi, je pensais que tu étais un vendeur de quelque chose. Il dit, il y a pas un investisseur qui est venu ici depuis des années. Ah, ouais. Puis, fait que, tu sais, comme. Fait que là, il y a une opportunité ou il y a Ben, c'est comme... ça, c'est parce que là, tu sais qu'il y a personne qui regarde ce stock-là, à part moi. Ça veut pas dire que c'est une bonne business, mais si ça l'est, ben, je suis vraiment le seul qui le sait, là, tu sais. Oui, même le gars en Mais tu sais, tracksuit, je le sais pas. Marc, tu C'est dis ça. que t'es surpris, mais mettons que t'es sur une app de dating, là, puis genre, t'as ton premier match en 3 ans, là. Même si t'es comme, je suis pas certain que tu vas le prendre, le meeting, mais c'est un peu ça. Une microcap, là, c'est comme... Il y a des microcaps qui se font pas contacter par un seul investisseur pendant 6 mois. Fait que quand tu leur écris, ils sont comme, écoute, Derek Morin. Ils sont juste contents d'avoir de l'attention puis pouvoir partager. Hey, je travaille fort, j'essaie de bâtir. Oui, c'est c'est ma ça. vision, c'est ça, etc. Mais moi, c'est Fait pas qu'ils ma sont beaucoup photo, plus- fait que ça m'aide. là, tu sais. J'essaie de changer ma Ils photo. sont beaucoup plus accessibles que les gens pensent. OK. Puis c'est un conseil que je donne souvent des investisseurs qui commencent, c'est comme, genre, parce que quand tu commences, tu te dis, hey, je vais les déranger, comme je suis Ah, mais qui pour contacter un l'imposteur, C'est ça, là, tu sais. t'as- Je t'as suis qui, moi, tellement- pour aller dans le bureau de Doscore. Exactement, c'est ça. Mais Philippe la Bergeron. réponse, c'est comme, arrêtez-vous pas à ça parce que vous allez être surpris. OK. C'est à chaque fois que tu as le syndrome de l'imposteur, tu fais pas quelque chose que tu as envie de faire. Mais, Kim, on a été surpris que Carl, le CEO de Gourou, Ben, ça, c'est la vienne. même affaire. Là, J'ai j'imagine. écrit sur Instagram, tu sais, il a commenté, j'ai écrit, tu viendrais-tu? Il dit oui, quelle date? Là, j'étais là. Hein? Ouais, c'est si facile que ça. Mais c'est Finalement, ça. ça s'est arrêté là. Tu sais, là. tu dois dire, c'est quoi l'expression au hockey, là, comme tu Tu rates tous les buts que tu tires pas au but. exactement. C'est mieux dit en anglais, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas, même You en miss anglais. every shot you don't take, je pense. You miss. Mais c'est Anyway. ça. C'est comme. Mais pour- c'est ça. Puis juste parce que Gourou, c'est un case study intéressant parce que pour revenir à ce que Philippe disait avant, tu sais, Gourou est allé public, grosse valorisation, gros hype, ils ont levé plein d'argent, le stock il a comme super bien performé en partant. Puis finalement, ben là, la compagnie s'est mise à dépenser en vente et marketing, sont devenus non profitables pendant une certaine période. Puis ils n'ont pas nécessairement livré les résultats auxquels le marché s'attendait. Puis là, le stock il a dégringolé
pas mal, tu sais, mettons, du sommet au plus bas. Là, je sais pas c'était quoi la drop, là, mais c'était quand même assez... Je pense que c'était 22 à 1,50. C'est un bon case study de comme c'est ça qu'on cherche. D'ailleurs, il recherche un CMO, Chief Marketing Officer. Carl, je vais peut-être déposer ma candidature. Mais je suis content qu'ils se soient rendus compte de leur faiblesse. Moi, de l'extérieur, je trouvais qu'il était faible relativement en marketing. Si tu regardes Celsius, si tu regardes Rockstar, si tu regardes Red Bull... Même Alani maintenant qui sont au Québec. Ouais, c'est mais ils ont un bon brand puis un bon produit. Fait que je pense que tu sais, comme le potentiel est là. Puis s'ils peuvent vraiment trouver la sauce secrète, Guru a encore un bon potentiel. Là, ils ont à peine touché le marché américain. C'est vrai. Ils ont une bonne position au Canada qu'ils peuvent leverager. Comme tu dis, attendons voir ça va être qui. Mais rendu, mettons, à 6$, c'est trop... C'est plus dans ton range. Rendu à 150 millions de... Pas nécessairement. J'ai pas de limite. Okay. C'est juste que, tu sais, moi, il faut que je regarde d'identifier pourquoi il y a une inefficience ici. Okay. Pourquoi moi, j'ai le droit d'avoir trouvé cette inefficience-là puis que personne d'autre l'a vu. Fait que, tu sais, un titre qui est de plus en plus gros, de plus en plus connu, de plus en plus liquide, les chances qu'il y ait une inefficience qui soit claire diminuent, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, juste pour finir l'histoire de Guru... C'est que là, Guru, mettons, va public, puis c'est comme la grosse affaire, on en parle dans les médias, tout le monde investit, les gros fonds institutionnels mettent de l'argent parce que la valorisation, le market cap est assez élevé. Puis éventuellement, plus le stock baisse, là, tout le monde se met à vendre, puis là, c'est comme, là, c'est hors limite pour nous maintenant, c'est rendu trop petit, c'est rendu pas assez liquide. Il y a des analystes qui arrêtent de couvrir la compagnie. Puis là, Guru se retrouve un peu dans un no man's land où il faut qu'ils renouvellent leur base d'investisseurs. Puis il faut qu'ils aillent chercher... Il faut quasiment qu'ils repartent du début avec des investisseurs retail, des investisseurs qui vont faire leur recherche eux-mêmes, qui vont pouvoir transiger des compagnies qui valent 100 millions et moins. Puis après ça, tranquillement, rebâtir leur base d'investisseurs puis retourner vers l'institutionnel. Ça prend du temps. Fait que, en tant qu'investisseur individuel ou un petit fonds, c'est ça notre opportunité, c'est de trouver ces compagnies-là au moment où ils sont mal aimés par tout le monde. C'est vrai. Ouais, tu sais, une fois que je me demandais souvent, c'est que, au final, c'est quand même tellement de recherche faire tout ça, puis c'est quand même plus risqué, ces compagnies-là. Puis, tu sais, l'autre fois, j'étais curieux de voir, depuis que la COVID est arrivée, parce que, tu sais, les small caps, micro caps, ça avait tellement mangé une claque là-dedans. Puis, moi, je me suis dit, au final, tu vois que c'est les grosses compagnies qui s'est rendu maintenant des monopoles de plus en plus, des oligopoles. T'achètes tout le monde, mange la compétition. Puis, tu le vois là, à travers la performance, tu sais, genre, j'ai regardé un peu les compagnies de tech, le S&P 500, j'ai regardé un peu Russell 2000, puis tout ça depuis les 5 dernières années. Puis, les large caps ont tellement mieux fait pour, on va dire, des compagnies maintenant qui sont peut-être moins risquées. Fait que, tu sais, est-ce qu'au final, tu trouves que tout le risque, mettons, ou le travail supplémentaire, pourquoi, mettons, les rendements n'ont pas suivi sur ces indices-là ou ces petites compagnies-là, au final? Oui, bien, il y a 2 points que je vais amener là-dessus. Le premier, tu as dit, les gros joueurs sont en train de tout gober les petits. Ouais. Puis ça, c'est une de nos opportunités en tant qu'investisseur de microcap. C'est que, justement, si je détiens une petite compagnie puis elle est sous-évaluée, bien, il y a probablement une chance qu'il y ait un plus gros joueur qui l'achète. Puis ça, on l'a commencé à le voir au Canada en 2024. Okay. Bien, fin 2023, puis toute l'année 2024. Il y a eu des dizaines de transactions, de privatisation, d'acquisitions par des firmes de private equity américaines qui venaient acheter au Canada parce que c'était pas cher. Puis ça a fait en sorte. Puis on parle de primes quand même significatives. Là, je pense que la moyenne, j'avais calculé, c'était autour de 50-60% là, de je possédais Nuvve, qui est compétiteur à... Payments. Oui, exact. À Lightspeed et... Puis eux, ils se sont fait racheter, je ne sais pas si c'était ça, mais il me semble qu'il y a eu un premium assez substantiel. C'est un peu plus gros que ce que moi je regarde normalement, mais ça reste que le principe est le même. C'est que tu détiens une petite compagnie qui est sous-évaluée, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se réveille et fait comme « Attends une minute, là, moi j'ai les moyens puis je vais l'acheter. » Ça, c'est un. Tu as une firme de recherche à Toronto qui s'appelle Atrium Research, puis à chaque année, ils sortent comme un rapport, justement, c'est qui les takeover candidates. Puis là, ils ont sorti leur rapport comme au début du mois de janvier. Fait que, écoute, je peux pas vous dire exactement où aller chercher, mais Atrium Research. Puis la liste est très intéressante. Puis ils font aussi un retour sur la liste de 2025. Mais c'est ça, ils font bien le code, le case de... il y a une opportunité d'investir ces compagnies-là profitables s'il y a un arbitrage de valorisation. Éventuellement, quelqu'un va venir le capturer. Puis en général, c'est un peu... Toute la stratégie, c'est ça. C'est les gros requins achètent les petits requins. Moi, comme investisseur individuel, je suis un tout petit requin. Je suis un mini requin. Puis, genre, je trouve des petites compagnies. Puis là, genre, comme je suis comme, OK, bien, éventuellement, ces compagnies-là sont assez grosses et intéressantes pour qu'un Mathieu les achète. Mais ça arrive rarement. Hein, Puis après ça, tu as des fonds de small cap. Espérer de faire acheter. Là. Parce que lui, dans le fond, ce qu'il montre, c'est un graphique de Russell 2000 qui, probablement, qui a 9-10 compagnies qui bossent. Le Russell 2000, dans le microcap, là, comme...
investis jamais dans l'indice. Tu dis, je vais avoir une exposure au microcap, achète pas un indice. C'est la pire manière d'investir dans les microcaps. OK. C'est d'acheter Fait que c'est pas bon de comparer le Russell au QQQ, mettons. Mais c'est parce que le Nasdaq est déjà filtré. Là. C'est comme les meilleures compagnies de technologie. Le S&P, c'est les meilleures compagnies américaines qui ont une présence mondiale. Le Russell 2000, c'est comme... C'est 2000 small cap? C'est quoi le Russell 2000? Ouais, c'est les 2000 plus petites compagnies. Je veux dire, il y a des critères, là, c'est pas vraiment les plus petites, mais c'est 2000 parmi les plus petites. OK. Puis tu sais, c'est comme... C'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut que tu comprennes que, mettons, dans un indice comme ça, les meilleures compagnies vont avoir de la croissance puis vont graduer en dehors de l'indice. Fait que toutes les meilleures compagnies sortent du Russell 2000 éventuellement. Ou se faire acheter. Ou se font acheter. Puis de l'autre côté, une compagnie, mettons, mid-cap, qui a de la misère, que son modèle d'affaires ne fonctionne pas, puis qui s'en va en faillite, elle va passer par où avant d'aller en faillite? Elle va passer par le small cap, micro cap. C'est comme le billet de survivance, mais à l'envers. C'est ça. OK. Ouais, c'est exactement ça. Parce que tu peux rentrer des deux bords. Là. Ouais, exact, c'est ça. Ça rentre plus d'un bord. Souvent, des études, là, ils backtrack une stratégie, on va parler du billet de survivance, mais là, c'est comme c'est l'inverse, c'est comme ça. Fait que c'est comme si tu te retrouves avec toutes les mauvaises compagnies, puis ultimement, toutes les bonnes, ils sortent de l'indice. Fait que ces indices-là ne performent pas parce qu'il y a comme il y a des raisons structurelles qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas bien performer. Fait que si je résume, puis vous m'excuserez mes mots, dans le fond, tout ta job, c'est de trouver un diamant dans un tas de marde. Ça ressemble à ça. En gros, là. Hey, on va y aller vite avec des rapid fire parce que j'ai encore plein de questions. Je sais pas si tu en avais, Marc, puis ça doit faire pas loin d'une heure qu'on a commencé. C'est quoi ta pire erreur qui t'a coûté le plus cher? Je vous la pose aux deux. Philippe en premier. La pire erreur que j'ai faite, c'est de commencer à trader des cryptos. Pour vrai, OK. J'ai été chanceux parce que j'ai fait beaucoup d'argent au début, puis après ça, j'ai tout reperdu. Mais honnêtement, comme j'ai roulé un compte sur FTX de 0 à 2 millions de profit, puis j'ai tout reperdu. Parce que FTX a busté ou parce que tu as reperdu? J'ai busté mon compte 3 semaines avant que FTX fasse faillite. Fait que dans le fond, je me suis comme protégé moi-même. Je pense que... non, mais honnêtement, quand j'ai vu que FTX avait busté, j'ai fait... dans le fond, je suis content d'avoir busté mon compte parce que, imagine, j'ai 800 000 US de poignées sur FTX. Finalement, comme tout le monde a réussi à récupérer son argent. Là. Ah oui, tout le monde? Oui. Okay. Oui. Il me restait un peu d'argent. Il me restait comme un 4 000 US. Mais Comment tu fais ça, buster 2 millions? On appelle ça le levier. Parce que ces plateformes-là, ils te permettent de prendre du 5x leverage, 10x leverage. Puis, tu sais, moi, à la base, comme j'ai dit, j'ai vraiment j'aime ça, prendre des risques. Mais là, c'est l'apprentissage que j'ai fait. La dette pour investir, c'est extrêmement dangereux. Tu sais, le fameux compte marge. Là. Emprunter pour investir avec parcimonie, je dirais. Moi, j'ai testé mes propres limites puis j'ai fait plus jamais que je vais m'endetter pour investir. Levier. Endetté pour plus, c'est ça. Puis là, il faut faire attention. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, c'est toujours une question de nuance. Ça dépend. Mais ça dépend. Si ta dette est marque mettons, ton hypothèque là, est mark to market aux 5 ans. Oui. OK, fine. Tu peux prendre, mettons, ta marge de crédit hypothécaire, tu prends ça, tu investis, tu renouvelles aux 5 ans. Mais si tu as une dette qui est mark to market à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les secondes, c'est ça, FTX, t'es mark to market en temps réel. Fait que là, tu t'endettes, mais tu peux te faire comme liquider à n'importe quel moment. Ouais, mais la banque, là, elle check juste aux 5 ans si ça marche. Fait que 6 mois avant, tu t'arranges pour être correct, tu renouvelles ton hypothèque, puis après ça, tu recommences. Fait que, mais je dirais en général, le type de dette que tu prends, puis le levier que tu prends, ça faites vraiment attention. Je le recommande pas. Puis toi, Mathieu? J'ai vraiment pas d'histoire qui arrive à la cheville de ce que Philippe vient de dire. On va la rajouter au montage. Il n'y a pas de problème. Mais Mathieu, tu te rappelles-tu d'une erreur que tu as faite? Tu t'es dit, non, ça, plus jamais. Écoute, j'en ai fait plein d'erreurs, là, mais tu sais, au final, mettons, une erreur que j'ai faite souvent, trop souvent même, dans mes premières années investir, c'est d'investir dans des compagnies qui n'ont pas d'avantage compétitif. Puis, tu sais, mettons, une compagnie qui a rien de spécial. Là, juste parce que, mettons, le stock il est cheap, là, la valorisation est intéressante, puis la compagnie fait comme la même affaire que toutes les autres. Même si c'est profitable. Oui, parce que ultimement, le marché, c'est les lois économiques, là, le marché est compétitif, puis si une compagnie fait trop de profit, ben le marché va aller gruger ses profits éventuellement. Il faut que tu aies un moat, il faut que tu aies de quoi qui va te protéger. Puis l'affaire, c'est que les microcaps, c'est des petites compagnies, c'est des compagnies matures, ils ont des moats. Il y en a qui ont des moats émergents, qui sont en train de le bâtir. Mais il y en a beaucoup qui n'en ont juste pas. Puis c'est juste une business comme toutes les autres. Je suis même surpris que tu dis un moat à un microcap. Non, mais c'est ça, c'est rare. Puis encore une fois, c'est pour ça que j'ai un portefeuille concentré. C'est pour ça que je détiens 57% dans 5 stocks. Parce que c'est
pas parce qu'il y a juste 5 stocks qui sont bons dans le marché, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est dur à trouver. Fait que ta plus grande erreur, ça a été d'investir dans des entreprises qui n'ont pas d'avantage concurrentiel. Oui, exact. Mais tu sais, puis même, je peux donner un exemple concret. La compagnie qu'on parlait tantôt, que Philippe a été sur le board, Accru, c'est une petite compagnie qui fait du logiciel de cartes cadeaux, loyauté, paiement pour les petites et moyennes entreprises. Marché ultra compétitif, là. Puis il y a des gros joueurs là-dedans. C'est un marché énorme, mais la compagnie n'avait pas rien de spécial, là. Fait que là, nous, on s'est retrouvés à investir là-dedans en pensant que, bon, il y a une bonne équipe de management, produits intéressants, tout le gros marché. On voyait quand même des opportunités de croissance. Stratégie de roll-up, ils peuvent acheter d'autres SaaS. La compagnie faisait des petites acquisitions, puis il y avait des perspectives de croissance. Puis au final, maintenant, on se rend compte, mais OK, c'est parce qu'il y a énormément de churn. La rétention de clients n'était pas là parce que justement, c'est trop compétitif. Puis là, on se rend compte, OK, on a pris une grosse position là-dedans. Puis là, on n'est pas liquide, on ne peut pas sortir. Si je sors, je vais faire crash le stock de 80 Qu'est-ce qu'on fait? On envoie Phil sur le board. On envoie Phil sur le board. Allô, les amis! Non, mais à un moment donné, il faut trouver des solutions. Il faut trouver une solution. Fait que la solution, c'était OK. Ils ont accepté, mais il n'y avait comme pas le choix. On avait quoi, 14% de la compagnie? OK. Ouais, exact. Ça aussi, j'imagine, je pense pas que ça va se reproduire à nouveau, que tu vas être en haut de 10%. Non. Penses-tu que les réseaux sociaux rendent les microcaps plus efficaces en termes d'information ou plus toxiques? Les deux. Les deux, OK. Il y a beaucoup plus d'informations. Moi, quand j'ai commencé, tu avais des petits forums de spécialisés, on va dire, en microcap. Maintenant, c'est rendu, all over le Twitter, tu as énormément d'informations qui est partagée. Substack, Substack, ça n'existait pas. Là, moi, quand j'ai commencé, il y a 10 ans. Ouais. Puis maintenant, il y a tellement de contenu de qualité en plus qui est partagé par n'importe qui. N'importe qui peut se partir un Substack puis partager sa recherche. Je suis abonné au tien, d'ailleurs. Merci. Stock and Stone. Mais il y a du bon puis il y a du mauvais. Fait que, tu peux aller sur CEO.ca dans un chat room puis genre, mon gars, you're in for an adventure. Là, fait qu'il y a du mauvais. Mais il y a du bon. Le bon, c'est justement des investisseurs comme intelligents, sophistiqués, qui partagent leurs recherches, etc. Il y a des communautés. Moi, j'aime beaucoup la collaboration. De toute façon, ces compagnies-là, une fois que j'ai bâti une position, je vais en parler pour que la compagnie soit découverte par le marché. Mais aussi, des fois, c'est l'inverse. Mon réseau qui m'amène des idées, je ramène des idées. Mais on collabore beaucoup en termes de pourquoi due deal. Ton blog, parce que je t'écoute parler, t'es intéressant. C'était-tu pour investir dans la crypto? Non, mais j'attends que tu m'invites à partir un blog de microcap avec un podcast direct. Là. Non, mais on a arrêté parce qu'on a parti le fonds. C'était avant le fonds Rivemont Microcap. Fait que quand on a parti le fonds, il a fallu arrêter de bloguer pour des raisons de conformité. Okay. Mais maintenant que j'ai quitté Rivemont, c'est sûr que ça m'a toujours comme intéressé de get back in the game. Je sais pas, je manque de temps, en fait, surtout, je pense, pour ça a été notre partager. La communauté Espace Microcap, le blog, ça a été notre tremplin pour se lancer éventuellement dans ce qui est maintenant, pour moi, la gestion d'actifs. Parce que moi, j'ai pas un background traditionnel, j'ai pas étudié à l'université. J'ai fait mon titre CFA ultimement. Là, j'ai comme plus l'expérience. J'ai l'expérience et j'ai le background académique. Mais à l'époque, j'avais rien de ça. Puis c'était vraiment juste moi puis Phil, qui est passionné, qui partage nos trucs. Puis là, on s'est fait connaître comme ça. Les gens réalisaient, OK, ces gars-là, ils savent ce qu'ils font, puis ils ont des bonnes idées, puis les stocks qui parlent, c'est des bonnes compagnies. Puis maintenant, les gens peuvent le faire sur Substack aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu aurais dû le voir là, comme, quand il est revenu en auto de Daytona Beach, je pensais pas l'argent pour acheter le billet d'avion de retour, la barbe, puis tout. J'ai dit, OK, là, Mathieu, faut faire de quoi avec toi? C'est pas vrai. Hein? Fini le poker. Là. Je fais des blagues, mais c'est ça pareil. Ouais. Je veux dire, même moi qui étudiais en finance, j'avais aucune expérience pour lancer un fonds. Fait que les gens qui nous ont fait confiance au début, c'est des gens qui nous suivaient, qui suivaient le blog, qui venaient dans nos événements, des gens qui ont vu qu'on était des gars intelligents, qui avaient une stratégie solide. Il y a pas, c'est surtout des investisseurs retail. Il y a pas de. Moi, je viens pas d'un milieu qui a de l'argent, Mathieu non plus. On a fait nos preuves avec le blog, puis ça nous a permis de lancer le fonds. Puis là, aujourd'hui, quand on regarde la performance du fonds, ça, on a le droit d'en parler, la performance du fonds. Après 8 ans, 12,6% composé après frais. C'est assez impressionnant. Puis je dirais, là-dedans, on a appris beaucoup. Puis je pense que le potentiel de performance future est plus élevé que le passé. Avec tout le knowledge. Parce que on s'est lancé, on s'est dit, écoute, on lance un fonds. On a commencé, on avait 3 millions. Là, on l'a un peu swingé de dire, OK, on a une bonne stratégie, on est des gars solides, mais on a appris sur le tas aussi, c'est quoi gérer un fonds versus être investisseur individuel. Puis là, je suis capable de parler des deux réalités. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, je peux avoir 2 à 5 positions, puis c'est tout dans mon portefeuille. Je suis investisseur individuel. Mais quand tu gères l'argent des autres, il faut que tu trouves la bonne balance entre les idées à conviction, puis juste
diversifier le risque. Tu sais. Nous autres, on a un pool sur marketwatch.com. Si jamais vous voulez vous inscrire, on est 500 personnes qui font un pool de bourses fictif. Il y en a qui... C'est incroyable. Puis il y a beaucoup de micro-cap. c'est clair. Beaucoup de profit là-dessus. Ben, c'est là que tu peux gagner un concours de même, je pense. Mais ce côté-là d'essayer de gagner un concours de pool ou d'essayer de... Mettons, moi, là, je peux-tu battre Rivemont en tant qu'investisseur individuel? C'est pas ça mon but. Là, mais oui, clairement que tu pourrais. Encore une fois, parce que la liquidité, toi, tu es liquide dans tout. Ouais. Mettons, je sais pas ta situation personnelle à toi, mais quelqu'un mettons, qui a une position pour quelqu'un qui met 5 000 ou 10 000 que une position de 10 % du portefeuille, c'est 5 000 ou 10 000 ben, tu peux rentrer dans à peu près n'importe quel stock en une journée puis sortir en une journée. Ouais, c'est ça. Fait que si la thèse d'investissement change ou même des fois, c'est carrément, il y a une nouvelle qui sort le matin, puis c'est super positif pour la compagnie, puis tu sais que le stock va monter de 30 %, bien, généralement, si tu es le premier à rentrer le matin, tu rentres quand le stock est plus 15, puis tu finis la journée plus 30. Fait que, parce que le marché prend du temps à s'ajuster. Fait que je peux vous battre. C'est ça que tu es en train de me dire. Fait que quand tu peux tirer avantage de cette liquidité-là que moi, j'ai pas nécessairement tout le temps, c'est clair que tu peux me battre. C'est ça ton avantage. Là. Plus t'es petit... Mais j'essaierai pas. Puis c'est même la finance théorique te dit que c'est vrai parce que je me rappelle plus le nom du modèle, mais moi, j'ai une maîtrise. Ben, j'ai pas fini ma maîtrise, mais j'ai fait les cours de finance à maîtrise. Puis, je sais pas si c'est le modèle Fama French ou whatever, mais il y a un modèle que justement, il y a le facteur liquidité. Fait que, tu sais, veux pas. Théoriquement aussi, tu es supposé aller chercher plus de rendement dans des titres qui sont moins liquides. C'est vrai. Fait que c'est un peu ça qu'on joue. Si on dit, OK, si on garde les facteurs, ben on joue le facteur de la liquidité. Moi, je suis plus liquide que toi. T'sais. Toi, tu es plus liquide que lui. Puis on est plus liquide que les fonds de small cap qui ont 100, 200 millions et plus. Juste apporter une nuance importante, par exemple, tu peux me battre en profitant de la liquidité, mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Il faut que tu aies fait tes recherches. C'est pour ça que je peux pas te battre. Non, mais c'est ça. On voulait pas te le dire, Derek. On cherchait de façon polie. Si t'es liquide puis tu t'achètes rapidement un stock qui s'en va à zéro, je suis liquide, mais je suis calme. T'es pas plus avancé. Je pense pas te battre. Marc, as-tu une dernière question avant qu'on close la shop? Non, ça faisait pas mal le tour. Ouais. Moi, j'en aurais eu plein. Ben, j'en avais plein, mais ils sont trop complexes. Là. Mais quand je suis allé sur ton blog, Stocks and Stones, sur Substack, tu publies toutes tes thèses, tu publies, même sur votre site, vous avez votre rapport, on voit vraiment votre portfolio. J'ai adoré cette transparence-là. J'ai lu sur Collabore, j'ai lu sur plein de petites business qui m'ont intéressé, si jamais ça vous intéresse. Autre chose, si jamais vous êtes sur FTX ou une plateforme un peu douteuse avant que ça fasse faillite ou que ça ferme, transférez à bncd.ca, c'est backé par une banque, une des grandes banques canadiennes, puis ouvrez-vous un compte là-bas. Hey, je vous remercie.